Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 16 mars. Alors que le prince Albert II était en déplacement aujourd'hui en Irlande, il a pris le temps de se rendre avant son départ avec ses enfants à la Princess Grace Irish Library pour célébrer la fête nationale irlandaise. Nous y étions. L'Ukraine fait face à une nouvelle offensive russe. Nous décrypterons la situation sur place avec Konstantin Sigov, le philosophe et écrivain ukrainien était en principauté hier pour présenter son nouvel ouvrage « Quand l'Ukraine se lève ». Nous reviendrons sur cette rencontre entre le prince souverain et des élèves de l'Académie navale des États-Unis qui étaient de passage en principauté. L'un des élèves, vous le découvrirez ce soir, a fait sa scolarité ici à Monaco. Puis Lionel Nakache sera notre invité ce soir. Le neurologue invité des rencontres philosophiques de Monaco abordera avec nous le thème du rêve, un vaste domaine. Dans ce journal également, 2 reportages réalisés sur scène, la Générale de la Traviata de Verdi à l'Opéra de Monte-Carlo et les Sérénissimes de l'humour avec le tout dernier spectacle d'Olivier de Benoît. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II était en déplacement à Newport aujourd'hui en Irlande pour dévoiler une statue en hommage à sa mère, la princesse Grace. L'Irlande qui se prépare à fêter la Saint-Patrick, saint patron du pays. Avant son départ d'ailleurs pour cette commune située au nord-ouest de l'île, le prince souverain s'est rendu avec ses enfants à la Princess Grace Irish Library pour célébrer cette fête importante pour la communauté irlandaise. Le reportage de Christine Datomel et Hugo Comassa. La Saint-Patrick est une fête chrétienne qui célèbre le 17 mars Saint Patrick, le patron de l'Irlande. Célèbre également aux États-Unis, cette fête irlandaise est habituellement célébrée en musique. C'est donc pourquoi la Princess Grace Irish Library a fait appel aux musiciens de l'Académie Régnier III et au soutien de The Ireland Funds, un réseau philanthropique mondial créé en 1976 qui promeut et soutient la paix, la culture, l'éducation et le développement communautaire. C'est avec leur soutien qu'on a pouvoir accueillir Monsieur Fintan Vallely, qui est un musicien avec plein de prix. En fait, il vient de gagner un prix comme les Oscars en Irlande pour la musique traditionnelle. Donc, on a été ravis d'avoir ce joueur de flûte avec nous cette année. Aujourd'hui, en fait, le fait qu'on a la collection personnelle des partitions de la princesse Grace et en fait, ça trace l'historique des émigrés d'Irlande qui sont partis pendant les années 1800 jusqu'à 1940, donc plus d'un siècle de la musique et la collaboration entre les États-Unis et l'Irlande. Un concert qui aura permis de célébrer avec un peu d'avance la fête nationale irlandaise. La Saint-Patrick se tiendra vendredi en principauté et pour l'occasion, le palais sera illuminé en vert, couleur du trèfle, symbole de l'Irlande. Dans un tout autre domaine, depuis le début de la semaine, l'Ukraine doit faire face à une nouvelle offensive russe. Des combats acharnés ont notamment eu lieu dans le Donbass. Et c'est dans ce contexte que le philosophe et écrivain ukrainien Konstantin Sigov était hier à Monaco pour y présenter son nouvel ouvrage intitulé « Quand l'Ukraine se lève », un livre sous forme de long entretien entre l'auteur et la journaliste du Figaro, Laure Mandeville. Konstantin Sigov est notre invité ce soir. Il est interrogé par Patricia Navarro. Bonsoir Konstantin Sigov. Bonsoir. Avant toute chose et avant d'évoquer votre ouvrage, avez-vous des retours sur la situation actuelle en Ukraine? Alors on parle depuis le début de la semaine de combats acharnés dans le Donbass. Quels sont les retours dont vous disposez sur place? Je viens de parler avec ma mère et avec mes collègues à l'université. Il y a 3 alertes assez longues à Kiev.
Il faut être très sportive pour pouvoir courir au magasin pour les produits d'alimentation et pouvoir retourner sans descendre au sous-sol et y passer plusieurs heures voilà, pour faire face au danger. Mais c'est Kiev, à Donbass, c'est pire. Et à Kharkiv, seconde grande ville d'Ukraine, avec plus de millions d'habitants, 40 heures sans électricité à cause des bombardements des systèmes électriques. Donc c'est toujours la société civile qui est visée par cette agression nihiliste qui nie la société tout court. Vous nous confirmez donc ces combats acharnés, des offensives et toujours d'un autre côté cette résistance qui ne faiblit pas. C'est le grand enseignement de cette guerre et cela fait écho aussi au titre de votre livre « Quand l'Ukraine se lève ». L'Ukraine a montré le visage d'une nation résiliente et résistante. Oui, il y a une immense solidarité à l'intérieur du pays, en Ukraine, et puis entre l'Ukraine et l'Europe. Et je crois que cette solidarité, c'est la clé pour notre liberté à venir. Mais c'est vrai qu'il faut être encore plus fort pour rétablir l'ordre international, pour libérer tous les territoires du pays souverain et démocratique. Et donc, les Ukrainiens payent le prix le plus fort, inestimable, les vies de nos amis, de nos collègues. Chaque jour, on fait le deuil et on appelle à une solidarité encore plus grande du monde entier pour arrêter cette folie meurtrière. Oui, un prix très fort payé par les Ukrainiens, mais c'est aussi ce que vous laissez à penser, c'est que cette résistance, elle est porteuse d'un espoir, alors non seulement pour l'Europe, mais aussi pour la Russie, hein. Écoutez, il faut libérer tout l'espace post-soviétique. L'Ukraine est le pays peut-être le plus aujourd'hui anti-soviétique par rapport au passé stalinien et autoritaire, totalitaire. Donc je crois pour libérer tout cet espace, effectivement, il faut nous libérer du régime terroriste qui maintenant terrorise aussi sa propre société russe. Et je crois que les vrais opposants du régime du Kremlin sont d'accord qu'il faut passer par la victoire de l'Ukraine et de toute civilisation démocratique, par le tribunal du crime contre l'humanité qui ont été commises et par le rétablissement des systèmes démocratiques et des élections libres qui n'existent plus depuis plus de 20 ans en Russie. Constantin Sigov, comment s'est construit votre livre? Ce sont des entretiens avec la journaliste du Figaro, Laure Mandeville, des discussions au long cours sur 6 mois. Comment avez-vous procédé? Vous étiez à Kiev, hein? J'étais à Kiev au mois de mars, avril, mai. Laure Mandeville publiait au Figaro notre premier entretien. Encore, il a enregistré en plusieurs. Et donc, je crois que c'est assez unique comme expérience, dialogue unique entre Kiev et Paris, l'Ukraine et le monde libre. Et donc, ça fait un témoignage très fort qu'on peut dialoguer malgré tous les obstacles de la guerre et réfléchir comment, en fait, nous pouvons assister à la naissance d'une nouvelle Europe. C'est le sous-titre de notre ouvrage, « Quand l'Ukraine se lève ». Et je crois que Laure Mandeville a tout fait pour que l'ouvrage soit accessible pour les gens qui n'ont jamais prêté l'attention au monde post-soviétique, au monde slave. Donc tous les clés sont données. Comment vit-on aujourd'hui en Ukraine? Vous nous avez parlé de l'exemple de votre maman il y a quelques instants, parce qu'il y a les zones de combat. Mais pour les autres, alors à Kiev notamment, on vit dans une menace permanente? Écoutez, il y a une menace permanente précisément parce qu'il y a tout le temps des missiles et des roquettes qui visent la capitale. Après tout, c'est quand même la capitale d'Ukraine qui est la cible toujours principale depuis le 24 février l'année dernière. Mais malgré tout, l'Ukraine résiste. Et je crois qu'il y a encore plus d'activités aussi
dans l'enseignement, dans la culture, malgré le fait que l'UNESCO constate des centaines et des centaines d'objets détruits, parce que précisément cette destruction de la culture ukrainienne, de la déportation des centaines, des milliers des enfants ukrainiens en Russie montre bien l'aspect génocidaire de cette guerre. C'est une guerre totale, mais c'est aussi l'idée de détruire pas seulement notre pays, mais détruire l'Occident comme système démocratique qui fait alternative, qui propose les règles de l'état des droits. Merci Constantin Sigoff pour ce témoignage. Je rappelle que vous publiez avec Laure Mandeville ce livre « Quand l'Ukraine se lève » au Talent Éditions. Et il y avait eu aussi en janvier un autre ouvrage, « Le courage de l'Ukraine » aux éditions du Cerf cette fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Académie navale des États-Unis représente l'élite de la formation militaire américaine. Cette année, elle compte parmi ses élèves un ancien étudiant monégasque. Il s'appelle Nicolas Pfister et hier soir, avec ses camarades, il a été reçu par le prince Albert II. Yannick Debever et Sylvain Péroumal étaient au Yacht Club de Monaco pour suivre cette rencontre. Il représente le futur de la marine américaine. 5 aspirants de l'Académie navale étaient reçus ce mercredi soir au Yacht Club de Monaco par le souverain. Parmi eux, un ancien élève monégasque qui a toujours rêvé d'intégrer cette prestigieuse école. Depuis que je suis tout petit, mon père était officier dans le Navy américaine. Et beaucoup de ma famille, mes 3 oncles qui étaient dans l'Air Force, mon cousin était dans le Marine Corps. Et donc je pensais que pour moi, le service que je pourrais faire pour ma patrie aux États-Unis, c'est de faire au moins quelques années de service militaire aux États-Unis. Lors de cette rencontre, le prince a pu recevoir un petit cadeau de la part des élèves fiers de présenter leur insigne de l'Académie navale. Le souverain a ensuite offert une pièce officielle, mais aussi une œuvre d'art représentant l'importance de la durabilité des océans, un thème qui lie profondément la principauté et la Navy. Quand j'étais au lycée, au collège ici, on faisait beaucoup de la voile, de l'aviron et vraiment ces moments que j'étais sur l'océan, j'étais sur la mer ici, je m'en souviens, il y avait beaucoup de journées qu'il y avait des tempêtes, tout ça, on faisait l'aviron et la voile et vraiment j'avais une sensation que j'étais libre sur l'eau. Et donc je pense que ça m'a beaucoup aidé quand je suis rentré dans les marines là-bas. En tant qu'ancien élève officier de l'école navale française, cette rencontre avec la nouvelle génération a sans doute dû rappeler quelques souvenirs au prince Albert II. Après l'humain, la violence ou encore le temps, les rencontres philosophiques de Monaco nous amènent au rêve avec leur nouveau thème qui était évoqué ce soir au théâtre Princesse Grace. Le rêve est-il une revanche sur la vie éveillée? Est-il un complice audacieux de l'imagination? Autant de questions que nous allons poser ce soir au neurologue Lionel Nakache, invité des rencontres philosophiques et invité de notre JT ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie Rousseau. Le rêve, c'est un vaste sujet. Pourquoi rêve-t-on? Cela reste encore un mystère, hein? Ah oui, absolument. Pourquoi rêve-t-on? C'est la grande question. On peut dire que ce qui a progressé depuis en gros un siècle de neurosciences, c'est que on sait évidemment qu'aujourd'hui le rêve a plusieurs fonctions, qu'il ne s'agit pas comme à un moment donné c'était considéré comme un déchet nocturne, pas du tout. Le rêve occupe beaucoup de fonctions différentes. Alors si on veut en passer en revue certaines, il y a d'abord le fait que le rêve va jouer un rôle dans la simulation de l'interaction avec une situation. Autrement dit, pouvoir être en situation non pas effective, mais rêvée, donc imaginaire, virtuelle d'une certaine manière, d'interaction avec des objets, avec des individus, faire quelque chose, ça joue un rôle probablement dans les phénomènes de simulation mentale. Comment est-ce qu'on se comporterait dans telle ou telle situation? Ça, c'est une des premières pistes. Il y a une autre piste importante aussi, qui est davantage liée aussi à la créativité. On a plusieurs récits un peu mythologiques en sciences de grands chercheurs, vous savez, qui ont rapporté avoir rêvé des découvertes. On pense à Kekulé pour la formule du benzène, à Otto Lévy pour la découverte de la transmission chimique de l'information nerveuse, et la découverte de l'acétylcholine, etc. Donc, on en a beaucoup des erreurs. Et puis dans la vie de chacun d'entre nous, souvent en fait, on va avoir des souvenirs oniriques qui vont nous ouvrir des portes vers des pistes interprétatives. Donc il y a vraiment beaucoup de fonctions. Et puis il y en a d'autres qu'on ignore évidemment. Et par ailleurs, il y a sans doute aussi une fonction
qui donne à voir ce que l'on pense en général. C'est-à-dire que dans nos rêves, même si nos rêves nous surprennent, ils sont très liés à ce qu'on vit dans la vraie vie, en fait. Donc l'étude des récits de rêves à chaque époque permet de se rapporter quel va être l'imaginaire collectif à peu près commun. Donc ça nous fait autant de facettes différentes, à la fois des fonctions propres du rêve et de l'intérêt qu'il peut y avoir à étudier le rêve sous ses facettes psychologiques et cérébrales. On l'a bien compris, thérapie nocturne pour certains, accès à l'inconscient. Pour Freud, c'était l'accomplissement du désir. Alors pour Freud, oui, évidemment, il y a cette expression fameuse. Il y a le grand livre de Freud, c'est l'interprétation des rêves en 1900, qui considérait lui-même comme un de ses grands rêves. Un de ses grands rêves, voilà un lapsus, sans doute son plus grand ouvrage, celui auquel en tout cas il tenait le plus. Surtout, il y a cette phrase fameuse que j'aimerais commenter de dire pour Freud que le rêve est la voie royale de l'inconscient. Alors il faut souvent bien comprendre aussi, rappeler cet élément-là qui était clair même chez Freud, et même si on n'est pas d'accord avec la théorie freudienne, je pense que la théorie freudienne soulève plusieurs problèmes qui fait qu'elle ne me semble pas valide, même si elle est intéressante, évidemment. Eh bien, pour Freud lui-même, il faut bien faire attention que l'expérience onirique qui consiste à rêver quelque chose à la première personne qu'on peut se rapporter et voir parfois se souvenir et se rappeler, ensuite se remémorer une fois éveillé, eh bien, pour lui, c'est une expérience consciente. Autrement dit, le rêveur vit une expérience consciente. Et ça, c'est très important de ne pas mélanger les pinceaux là-dessus. Par contre, étant donné que nous rêvons des choses un peu étranges, eh bien, selon Freud, un peu étrange, cette étrangeté du contenu onirique conscient, pour lui, c'était une forme d'accès à des phénomènes cognitifs non conscients. Alors ça, je suis assez d'accord avec lui. Simplement, derrière, chez Freud, il y a une théorie de l'inconscient très particulière et qui me semble, d'une certaine manière, non pas anthropocentrique, mais qui projette sur l'inconscient des propriétés de la conscience. En tout cas, c'est ma position. On associe forcément le rêve au sommeil, mais il nous anime aussi en plein jour. Oui, alors ensuite, il y a une redéfinition de la notion de rêve. D'abord, on parle de rêverie éveillée, de ce qu'on appelle en anglais le mind wandering, le fait de laisser son esprit divaguer dans la journée, etc. Et puis avant tout, parce qu'il faut être rigoureux aussi sur les définitions qu'on va donner, mais un des points importants, c'est que notre sommeil comporte plusieurs phases différentes, et ça on le sait depuis maintenant assez longtemps, l'endormissement, des phases de sommeil lent léger, de sommeil lent profond, et puis une phase très particulière qu'on appelle en France le sommeil paradoxal. En anglais, on parle de REM sleep, Rapid Eye Movement Sleep, parce qu'on fait des mouvements oculaires rapides. Et cette dernière période, en fait, le sommeil paradoxal, ce n'est pas du tout la seule période durant laquelle on rêve, mais c'est la période durant laquelle nos rêves sont les plus scénarisés, les plus sémantiquement riches, les plus remémorés, souvent les plus longs, mais ce n'est pas la seule période. Et donc, une des mini-révolutions dans le domaine des neurosciences du sommeil, c'est qu'on le sait qu'il y existe des périodes de rêve, non seulement dans le sommeil paradoxal, mais dans les autres périodes du sommeil aussi, jusqu'à, comme vous le disiez, à explorer les phases de transition veille-sommeil ou de redéployer une sémantique du rêve dans des états qui ne sont pas seulement hypnotiques du sommeil. Mais en tout cas, il y en a plus que ce qu'on pensait au début. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé quelques minutes avec nous, Lionel Nakache, sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie. C'est l'une des œuvres les plus populaires de Verdi. La Traviata est proposée à partir de demain à l'Opéra de Monte-Carlo. Cette représentation mise en scène par l'ancien directeur de l'opéra, Jean-Louis Grinda, offre une brillante distribution. Plus de détails dans ce reportage de José Sacré qui a eu la chance d'assister à la Générale. La Traviata de Verdi est de retour à l'Opéra de Monte-Carlo pour 4 représentations avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction inspirée de Massimo Zanetti dans une mise en scène de Jean-Louis Grinda, un spectacle qui avait été donné en 2013. J'ai toujours mes complices, Rudy Sabunghi, Laurent Castin, Jorge Yara pour les costumes, Eugénie Andrin pour la chorégraphie, qui a une partie vraiment très importante dans le spectacle et voilà, qui devrait intéresser si ce n'est surprendre. Tout le travail de ce spectacle, de la mise en scène, c'est de montrer que Traviata n'est pas Sissi impératrice, vous voyez, on n'est pas une gentille petite jeune fille qui n'a pas eu de chance dans la vie. C'est une prostituée issue d'un milieu très défavorisé, qui va grimper dans la société à l'aide du baron et qui va enfin trouver le grand amour auprès d'un jeune homme. Mais le titre dit tout, parce que Traviata en italien, ça veut dire dévoyée. Et dévoyée, ça veut dire celle à qui on ne va pas donner l'autorisation, le droit de rentrer, de retourner dans le droit chemin. C'est ça qui va lui être refusé. Et c'est ce que ce spectacle essaye de raconter. Avec quels interprètes ?
avec des interprètes absolument magistraux, formidables. Je tiens à souligner bien sûr Aida Garifulina dans le rôle de Violetta, qui est une superbe Violetta, mais également Javier Camarena, qui va aborder pour la première fois avec moi ce rôle de Alfredo, qui lui va, je crois, exceptionnellement bien. Vraiment, c'est une grande chance. Lors de la générale du spectacle, Aida Garifulina, souffrante, a été remplacée dans le rôle de la Traviata par une très talentueuse choriste de l'opéra. La Traviata de Verdi, sous la direction musicale de Massimo Zanetti, est donc à découvrir à partir de demain à l'Opéra de Monte-Carlo. Au programme également sur scène, le Festival Printemps des Arts propose ce week-end 2 représentations. La première, samedi 18 mars, avec un concert de musique baroque au musée océanographique. Et le lendemain, au One Monte-Carlo, pour un concert père-fils avec le violoncelliste Aurélien Pascal et le pianiste Denis Pascal. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur le site officiel du Festival Printemps des Arts. Un mot également sur cette nouvelle exposition proposée par l'AIAP au quai Antoine Ier. Le comité monégasque présente sa toute dernière exposition intitulée Lost Found. Il y dévoile les œuvres de Tatiana Mironova jusqu'à la fin du mois. Suite de la programmation des Sérénissimes de l'humour au Grimaldi Forum, après Élodie Pou, c'est l'humoriste Olivier de Benoît qui était à l'affiche hier. Perrine Boger et Hugo Comassa ont rencontré l'artiste quelques minutes avant de monter sur scène. Pour moi, après les Sérénissimes, je peux arrêter le métier, je pense. J'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 échecs. Vous l'aurez compris, un nouvel enfant, donc un nouveau spectacle. Il y a quelques échecs ce soir. L'humoriste revient sur scène avec son dernier one-man show, intitulé Le Petit Dernier. Nous, pour le petit dernier, ça a pris des plombs. À un moment donné, j'ai dit au gynéco, faites-lui une césarienne. Moi, au bureau, quand il y a un bourrage papier dans l'imprimante, je l'ouvre. C'est un spectacle qui n'a aucun autre message que celui de faire rire. S'il en avait un, ce serait de dire que c'est pas grave d'avoir un enfant, c'est pas une maladie, et que malgré tous les coachs en parentalité, les écoles de parents aux États-Unis ou ailleurs, on est un bon parent à partir du moment où on a un enfant, et c'est pas très grave d'avoir un enfant, c'est plutôt une belle bêtise. Donc voilà, donc c'est ça. Je crée une école dans le spectacle, et je suis le pire père du monde, le pire prof du monde. Voilà, donc ça détend les parents pour une soirée, même si c'est tout public, puisque on a tous un rapport à l'enfance. Alors comme le gynéco, il a de l'humour. Il m'a répondu, si je fais une césarienne, on m'appellera Moïse parce que j'ouvre la mer en 2. Après des études en droit, ce passionné de la scène change de voie et se tourne vers le monde du spectacle. Aujourd'hui âgé de 48 ans, il performe dans la Principauté pour la première fois. Quand je dis aux gens je vais jouer à Monaco, il y a une espèce des étoiles dans les yeux, comme si tout d'un coup on allait dans un endroit hors du temps, glamour, etc. Il y a quand même un effet Monaco qui est assez prodigieux. Il me reste plus beaucoup de villes à faire, mais celle-là, ça me fait très plaisir en tout cas cet état, ça me faisait très plaisir de le faire. Et le plaisir est partagé avec le public qui attend vivement son 5e enfant. Il y a une fois mon aîné, il m'avait demandé ce que c'était un Kinder. Je lui ai dit, un Kinder, c'est comme maman qui est enceinte. Sauf le Kinder, le cadeau à l'intérieur, il fait plaisir. Et demain, nous reviendrons sur le spectacle d'Arnaud Ducré, révélé notamment dans la série Parents mode d'emploi. En football, Didier Deschamps a dévoilé aujourd'hui la liste des 23 joueurs retenus pour les 2 matchs des éliminatoires à l'Euro 2024. Youssouf Fofana portera une nouvelle fois le maillot bleu. Le milieu de terrain de l'AS Monaco s'installe petit à petit dans le groupe de l'équipe de France après avoir été appelé pour la première fois en novembre et pour la Coupe du Monde de football. Il est temps à présent de découvrir les prévisions météo pour cette fin de semaine. Bonsoir Yannick Debever, quel temps fera-t-il demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Pour ce vendredi, le soleil sera encore bien présent en Principauté malgré quelques passages nuageux dans l'après-midi. Les températures baissent un petit peu pour rejoindre les normales de saison. Comptez 8 degrés au lever du jour et 15 pour la maximale. En ce vendredi 17 mars, nous fêterons Saint-Patrick. Saint-Patrick, saint patron de l'Irlande que nous évoquerons dans notre édition de demain. Nous aurons également une pensée pour les patricias qui seront à l'honneur ce 17 mars. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui s'est rendu sur les terrains du Monte Carlo Country Club qui poursuit sa transformation pour accueillir le Rolex Monte Carlo Masters. Excellente soirée à tous et à demain sur Monaco Info.